Les motivations, c'est qu'on ne pourra pas planter ou installer tous les végétaux dont on a besoin. Et d'ailleurs, autour de nous, la plupart des arbres qui nous entourent n'ont jamais été plantés. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'aient pas été choisis, choyés, qu'ils n'aient pas été conduits, assistés, guidés, taillés, cultivés. L'idée de la régénération naturelle, c'est de profiter de ce service gratuit que nous offre la nature. Et la nature, ça signifie naître tout le temps. Nature et naître, c'est la même origine. Et cette capacité qu'a le monde de pouvoir se rafraîchir et refaire du neuf en permanence. Du coup, la RNA, ce qui veut dire régénération naturelle assistée, c'est le fait de laisser pousser. Et moi, ce que je trouve intéressant dans la régénération naturelle, c'est qu'il n'y a rien à faire, c'est gratuit et on fait beaucoup de... Quand on veut faire une plantation, on fait beaucoup de déplacements, on achète les plants, il faut faire pousser les plants en pépinière, il faut se déplacer, il faut dérouler un paillage, il faut travailler le sol, il faut le suivre. Et tout ça, ça dépense beaucoup de carbone, on en parle beaucoup du bilan carbone. Et là, laisser pousser et ne rien faire, en fait, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire puisqu'on ne dépense absolument aucun carbone et le bilan carbone est plus que positif, il est 10 fois positif. Donc la motivation, c'est ça, c'est de dire bon, c'est gratuit, ça pousse tout seul, c'est adapté, et puis on a tellement d'espace à la surface de la planète qu'on essaie de tenir sans cette nature propre, le plus inerte et le plus nettoyé possible, que c'est un peu dommage, c'est presque la double peine. On va utiliser beaucoup d'énergie pour empêcher cette nature de s'exprimer, alors qu'elle peut nous donner plein de choses, plein de services et plein de produits, plein de substances, plein d'animaux, voilà. Donc ça, c'est une motivation. C'est ce qui m'intéresse, c'est laisser faire la nature, prendre du recul et se dire qu'on n'est pas au centre de toutes les actions, que des fois la nature, elle a juste besoin d'être tranquille et qu'elle n'a pas besoin d'intervention humaine. Et cette motivation, elle peut exister n'importe où, dans tous les milieux, dans tous les espaces, quelle que soit leur vocation, quelle que soit leur utilisation. Et c'est ce que nous montre la nature aussi dans les endroits les plus extrêmes, je pense des endroits en altitude, les déserts, les endroits littoraux, où lorsqu'on laisse faire, même dans ces endroits les plus hostiles, la nature va reprendre ses droits et pouvoir faire pousser des plantes, et puis ces plantes, dans leur évolution, dans la succession des étapes de leur installation, vont finir dans la plupart des milieux par être des ligneux et des arbres. Donc ça, c'est une richesse extraordinaire et c'est motivant de voir que cette richesse, que cette énergie, ça bouillonne, la nature bouillonne, et alors pourquoi ne pas en profiter? Et souvent, pourquoi aussi lutter contre? J'ai quelque chose d'important à te dire, c'est que la vie est belle. Dans l'univers, il y a plein de règles, de lois, gravitation universelle, la thermodynamique et tout ça. Puis je pense qu'il y a aussi des lois dans le fonctionnement de la nature, de la vie, des façons dont elle fonctionne. La nature a des capacités à réguler les phénomènes tout à fait extraordinaires dans ce qu'on appelle de l'homéostasie, la capacité à faire revenir les choses dans un état d'équilibre. Un état d'équilibre optimal pour la vie, pour toujours plus de vie. La vie fonctionne sur Terre depuis des milliards d'années, il y a eu des météorites qui ont détruit les dinosaures, il y a eu plein de choses qui se sont effondrées. Et pourtant, à chaque fois, ça est reparti. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à chaque fois, les écosystèmes ont appris à gérer les problèmes. Et une fois qu'un écosystème a appris à inventer, à émerger une solution pour qu'un problème trouve sa solution finalement, eh ben, ça va de plus en plus vite pour se réaliser. À un tel point qu'il y a déjà tellement eu de pics de gaz carbonique dans l'atmosphère qu'en quelques décennies, tout pourrait être... que les quelques décennies où on a brûlé plein de pétrole, plein de charbon et toutes ces choses, ben ces quelques décennies-là, en quelques décennies, on pourrait le récupérer pour peu qu'on laisse la nature agir.
La régénération naturelle, c'est un gros mot qui devrait d'ailleurs se nommer génération naturelle. C'est la capacité d'un milieu à générer, dans le cas qui nous intéresse, de la biomasse. C'est la capacité d'un milieu à s'auto-verdir, à s'auto-reverdir quand ça a été le cas précédemment, ou au contraire à inventer de la végétation. C'est donc de profiter de la végétation spontanée, de ce qui va pousser spontanément, et de valoriser ce qui bien souvent existe à profusion, toute une banque de graines qui existe déjà en place, et de la laisser s'exprimer. Alors selon les milieux, selon les conditions, les pas de temps peuvent être différents. Donc la génération spontanée, la génération naturelle, c'est ça, hein, cette capacité de la nature à verdir, mais ça peut être aussi lorsqu'on arrête d'entretenir et de tasser les végétaux par le broyage, par le feu, par plein de choses. À ce moment-là, on va régénérer, c'est-à-dire laisser s'exprimer tout ce qui est caché dans le sol, tout ce qui est en dormance et qui va pouvoir jaillir, mais de manière parfois extrêmement rapide, parce que tout l'appareil végétatif est en place et ça va pouvoir vraiment s'exprimer. C'est ce qu'on remarque par exemple sur nos talus ou en bord de voirie, hein, ou en bord de rivière. Dès qu'on arrête de broyer, hop, ça explose parce que tout est prêt à partir et à repartir de plus belle en dessous. Ça a poussé tout seul, il y avait des branchages d'élagage du voisin, il les a mis là, et puis voilà les chênes qui ont poussé tout seul sur le talus. Ça c'est facile. Alors voici un noyer qui a poussé tout seul. Il y a 4 ans, je ne l'avais même pas remarqué, et il s'est tellement bien débrouillé. Il y a un cordon de ronces là qu'on peut protéger. Il a poussé relativement vite, et donc depuis 3 ans, je le taille, j'essaye de le conduire petit à petit. Voilà, et c'est complètement spontané et précieux. Voilà, donc un arbre qui a poussé tout seul, certes, mais qui a été aussi choisi et choyé, je dirais, et conduit. Donc voici un exemple de RNA. Donc c'est une haie qui est venue spontanément, donc ça veut dire que personne n'a rien planté. On estime son âge à peu près 10-15 ans. Donc on voit la puissance que peut avoir la nature pour se renouveler et naître. On observe que c'est une haie quand même qui est assez diversifiée. On voit des petits chênes, mais il y a aussi toute une ribambelle de buissons. On aperçoit du lierre, des petits ormes, du cornouiller. Oui, les bénéfices de la régénération, c'est que c'est gratuit. Donc ça c'est vraiment essentiel, hein, parce que au regard du coût de ce que peut être la plantation, techniquement c'est ce qu'il y a de plus adapté, parce que qui dit régénération signifie lancer tout un processus de sélection. En fait, se met en place un système où les plus vigoureux et les plus adaptés vont perdurer. Et aussi, ça permet, dans le cadre de cette sélection, d'avoir une génétique qui a été élaborée localement, même si les flux viennent d'un peu partout. C'est l'idée de végétaux de pays, et donc les végétaux et les ligneux qui vont s'installer auront plus de chances d'avoir une adaptation génétique et donc de durer dans le temps. Mais c'est vrai que la régénération, c'est lancer ce processus naturel qui permet aux meilleurs et aux mieux adaptés et aux mieux disposés de pouvoir s'exprimer et partir. Donc c'est beaucoup de réussite. Donc les inconvénients, c'est parfois sur le plan des représentations humaines, parce que c'est vrai que lorsqu'on se dit que la régénération, ça peut commencer par des végétaux pionniers, les premiers à s'installer, qui ne sont pas forcément les plus désirés, hein, comme la ronce, comme les genêts, comme la plupart des épineux, déjà ça fait un frein, puis ça ne fait pas propre. Alors comme on a une représentation de l'espace dans nos sociétés occidentales notamment, qui est basée sur la propreté et le lisse, ça peut poser problème. Le temps de s'installer avant que ça devienne une végétation bien en forme, voilà. L'autre risque, mais qui est quand même très modéré, c'est la possibilité d'installation d'invasives, de plantes invasives ou envahissantes, et ça surtout en bord de rivière ou dans les milieux les plus favorables. Donc il faut quand même veiller à ça.
L'idée d'assister la régénération, c'est le terme, ça ne veut pas dire tout laisser en roue libre, ça veut dire quand même cadrer. On peut utiliser la végétation spontanée dans tout type de projet. Ça dépend du degré de domestication qu'on veut lui donner, mais il y a toujours, même dans un parc urbain, il y a toujours un endroit où on peut laisser, entre guillemets, la nature s'ensauvager, le sauvage s'installer. Voilà, ça peut être un tout petit espace, ça peut être un seul ligneux, un seul petit mètre carré, mais il est toujours possible, si on le veut, de laisser cette chance à la nature, et puis on peut en avoir besoin. Mais les espaces sont innombrables. Pour moi, il n'y a pas de différence entre les espaces où on peut planter ou les espaces où on peut laisser s'installer la végétation. C'est juste un problème de technique et de conduite différente. Et aussi d'approche. Mais c'est vrai qu'avec l'idée de régénération, on laisse aussi une chance aux sauvages de venir s'installer quelque part. Ce qui n'est pas le cas de la plantation. La plantation sont souvent des végétaux qui sont quand même assez... même s'ils sont choisis comme ayant une origine locale, ils sont malgré tout quand même pas tout à fait sauvages. Alors ici on peut observer tout un tas de choses. On voit beaucoup d'herbes, mais si on se rapproche un peu, on peut distinguer des petits chênes. Donc ici un petit bosquet de chênes en création. Quelques viornes qui poussent aussi tout ensemble en cercle. Encore des chênes, des pousses de prunier, certainement des drageons, et de l'églantier un petit peu par ici. Donc là pareil, un petit cercle de cognaciers. Donc ils sont amenés à, si on les laisse tranquilles, à devenir un arbuste assez sympathique. Donc cela montre que si on arrêtait de broyer et donc de dépenser du pétrole et du temps, on aurait une haie gratuite. Et ceci, on pourrait le généraliser sur plusieurs kilomètres, dizaines de kilomètres, centaines de kilomètres de voiries sur nos voiries françaises et même ailleurs. Il ne faut pas perdre de vue qu'on ne pourra pas planter tous les arbres dont nous aurons besoin demain. Qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant le long de cette petite route de campagne? De part et d'autre de la route, on peut voir de la régénération naturelle sous forme de 2 cordons de végétation. On peut dire que c'est 2 haies spontanées. Ce qui est intéressant ici, c'est que déjà on est dans un contexte de pente, donc la haie à ma gauche retient le talus au-dessus de la route et celle à ma droite retient également le talus en dessous de la route. Donc il y a vraiment un effet de consolidation de la topographie et la gestion de ce type de bordure de route est assez simple puisqu'il suffit de passer un lamier et d'enlever les branches qui pourraient venir gêner la circulation et de sécuriser un peu s'il y a des arbres qui perdent des branches ou des branches un peu malades. Donc pour ce qui est du talus qui se situe au-dessus de la route, donc à ma gauche, on voit que l'entretien régulier, c'est-à-dire annuel, est simplifié puisqu'il ne faut pas broyer la totalité du talus, mais juste la partie enherbée. Et donc on réalise aussi des économies en termes de temps de travail et d'énergie utilisée tout simplement. Puis on peut imaginer que l'ombre des arbres risque aussi de freiner légèrement la pousse de l'herbe, ce qui peut vouloir aussi dire un passage des pareuses moins fréquent, de broyeurs. Régénérer une surface où un linéaire part de la végétation spontanée, c'est assez facile. Comme je le disais, il suffit d'interrompre un entretien, ou il suffit d'attendre que la végétation vienne mettre en place son cycle d'évolution et d'installation jusqu'au ligneux. Clap! Le temps de la ronce. Lorsqu'on laisse un territoire à l'abandon, il devient une friche. Et sur cette friche, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Tout d'abord de la ronce, la mal aimée, épineuse, piquante.
On n'aime pas ce qui pique, on n'aime pas ce qui envahit. Donc je me trouve devant un roncier. Roncier qui est l'ennemi public de beaucoup de personnes dans les campagnes, car il peut abriter des sangliers et puis ça fait un peu sale aussi. Les sangliers adorent les ronces, ils s'en servent souvent de refuge pour ensuite venir dégrader les cultures. Mais il ne faut pas perdre de vue que la ronce est un formidable allié dans la nature. C'est un végétal qui permet de passer d'une phase de prairie à une phase de forêt. En fait, la ronce, son rôle, c'est de préparer la forêt. La ronce va commencer à développer une alchimie tout à fait extraordinaire dans nos sols. Et notamment, ce sont plein de choses, mais notamment parce que sur ses racines sont connectés des champignons particuliers, champignons mycorhiziens, qui sont capables de se connecter aussi bien aux plantes des milieux ouverts, la prairie, mais également toutes les plantes que l'on cultive, et aussi capable de se connecter aux arbres, à certains arbres. On dit que la ronce est la mère de la forêt, la mère du chêne. C'est parce qu'elle a cette caractéristique particulière de connecter le milieu ouvert, le milieu prairie, au milieu fermé, le milieu forestier. Et donc à faire circuler les énergies entre ces deux milieux-là. Et au fur et à mesure que la ronce va vivre dans cet endroit-là, elle va avoir une autre grande fonction, c'est que vous savez, une ronce, ça vit qu'une année, et après ça va faire une canne qui va mourir, et ça va faire une nouvelle canne, de nouvelles branches qui vont pousser. Et tout ce bois qui se forme à l'intérieur du roncier et qui pourrit sur place, c'est finalement ni plus ni moins qu'une forme de BRF, de bois raméal de ronces fragmenté en se décomposant, qui va commencer à imprimer une empreinte forestière dans nos sols. Sous le roncier, il y aura des petits arbres qui vont pouvoir se développer. La ronce a un rôle de protecteur. Elle protège l'arbre contre les attaques du gibier. Un arbre seul aura énormément de mal à se développer s'il est isolé et visible de toutes parts. Donc la ronce vient jouer le rôle d'une protection naturelle et éviter l'abrutissement des jeunes feuilles et aussi peut-être que les chevreuils viennent se frotter avec leurs cornes sur l'écorce. La ronce attire aussi les oiseaux. En plus, elle est mellifère, donc elle attire les pollinisateurs, que ce soit les abeilles sauvages ou bien les abeilles domestiques. Les mûres donc attirent les oiseaux viennent donc beaucoup prospecter cette zone et en venant ils amènent avec eux toutes les semences et les graines d'arbustes, d'arbres, de plantes qu'ils ont mangées et donc ils vont faire leur déjection à proximité, donc venir également enrichir cette zone et encore plus exacerber le processus de transformation en lande et puis en forêt. Et de toute façon, l'étape roncier est transitoire. Et le but du jeu, c'est que les arbres dépassent la ronce. La ronce aime être au soleil. Une fois que les arbres sont assez grands et assez développés, elle va disparaître d'elle-même. Donc comme tout dans la nature, tout est cycle et tout est processus. La ronce, elle joue son rôle le temps qu'il faut et ensuite elle s'en va. Et pourra s'installer à cette place une petite forêt ou une petite lande. Voilà, en régénération. Mais on peut aussi l'accélérer. On peut l'accélérer de deux manières. On peut par exemple planter de manière très lâche quelques végétaux pour amorcer cette recolonisation naturelle. Et donc par exemple, là on est habitué en bord de talus par exemple, vous voyez tout l'automne, si on met quelques ligneux qu'on protège, ça va déjà montrer qu'on veut laisser une haie s'installer par exemple. Ensuite, il y a une autre technique pour accélérer l'installation de cette végétation, c'est par exemple de créer un abri à cette future végétation, la protéger déjà des herbivores, mais aussi en créant un petit milieu qui va favoriser non seulement la venue de graines, mais aussi leur développement. Donc il suffit par exemple de mettre des branchages, des rémanents d'élagage, de les mettre, faire un petit cordon ou une petite surface. Et puis de laisser faire, parfois de mettre un piquet, comme ça aidera les oiseaux à venir aussi mettre des graines, ou les rongeurs par en dessous. Et là on va vraiment accélérer, déjà on va avoir un espace qui va être délimité et couvert.
pas forcément très joli, enfin, ça dépend de l'esthétique que l'on y met. Et puis on va voir que très vite vont venir des végétaux s'installer. Il faudrait que je donne l'idée un peu le poivron. Donc là aussi, alors là c'est frais. Alors là c'est belle blessure. Alors là c'est frais. Hein. Ça fait mal au cœur. Vraiment, Et ça a des conséquences sur la vitalité. Hein. Tout à fait. Ah oui, le piquet. Juste voilà. un piquet. Juste. Voilà, moi toi je le mettrais. Je sais pas, moi je le mettrais par là. Quoi. Donc tu le dis là Je sais pas comment tu le sens. On met en place un piquet pour protéger ce chêne spontané, pour éviter que les pareuses s'approchent trop du fût. Voilà. Donc il est fluoté pour être bien visible. Donc opération facile et peu coûteuse. Résultat garanti. Pour une nouvelle opération ? Allez. Autre point de vigilance, lorsque la nature se réinstalle, il peut y avoir des milieux ou des situations où on va toujours trouver les mêmes espèces. Une seule espèce. Alors c'est vrai que avant que la nature se diversifie, il peut y avoir du temps et là aussi on peut accélérer ce temps en faisant quelques plantations d'enrichissement pour essayer de diversifier. Voilà, autrement dit, s'il n'y a que du chêne, c'est peut-être un peu dommage qui est repoussé. On peut se permettre de rajouter artificiellement quelques espèces. Voilà les aspects techniques de la régénération. Ça pousse tout seul, mais ça veut dire qu'il faut surveiller, et puis ça veut dire aussi qu'il va falloir le gérer comme on le souhaite. Hein. C'est pas parce que ça pousse tout seul qu'on va être condamné à suivre l'évolution de la végétation. Si on veut par exemple une haie basse, il va bien falloir la tailler à un moment ou pas. Voilà, donc ça veut dire qu'après on rentre dans des situations d'entretien et de gestion classiques, comme si on avait planté ou comme si on avait déjà de la végétation existante. L'interdépendance à l'échelle mondiale est quelque chose de tout à fait essentiel. Dans notre groupe, le groupe humain, non humain, le groupe des vivants, hein, voilà, il y a une cohorte absolument gigantesque d'oiseaux qui n'arrêtent pas de faire des migrations entre le nord et le sud, à aller récupérer des bouts d'écosystèmes du sud et de les faire migrer vers le nord. Et donc les écosystèmes du sud, dans ce réchauffement climatique, sont en train de migrer vers le nord. Et que ça se fait grâce aux animaux qui circulent du sud vers le nord et du nord vers le sud, parce que chaque fois qu'il y a un refroidissement, c'est le mouvement inverse qui se fait, et donc les oiseaux, quand ils repartent vers le sud, ils vont réemporter un petit peu des graines, des inoculums, de l'écosystème du nord qui vont redescendre vers le sud. Et ce brassage comme ça des écosystèmes se fait en permanence grâce aux migrations animales. Et donc c'est important déjà de prendre conscience que la problématique de la vie sur Terre est une problématique nécessairement internationale et qu'au-delà des divisions territoriales humaines, il y a une action menée par tous les oiseaux migrateurs, par tous les poissons migrateurs, par toutes les espèces migratrices qui contribuent à équilibrer, à rééquilibrer, à enrichir les écosystèmes appauvris. Hein, parce que chez nous, c'est très pauvre nos écosystèmes, ça fait que 12 000 ans que la glaciation s'est arrêtée, donc on n'a que 12 000 ans d'histoire. Dans les zones tropicales, en Éthiopie, 580 millions d'années, ça fait 580 millions d'années qu'il n'y a pas eu de glaciation en Éthiopie.
Hein, donc il y a une mémoire de bien avant les dinosaures, il y a encore des plantes, des bactéries, des champignons qui datent d'avant les dinosaures là-bas et qui peuvent bouger, qui peuvent se répartir, et la nature va faire émerger ce dont elle a besoin dans cette grande bibliothèque d'informations qui se trouve dans les zones tropicales vers nos secteurs chez nous. Voilà, donc la dimension de la régénération naturelle est nécessairement planétaire, parce que tout bouge, que la vie est un mouvement, que c'est une danse, et qu'aujourd'hui, chaque fois que je vois ne serait-ce qu'un petit merle, ou là en ce moment il y a des guêpiers qui sont en train de revenir, des petits guêpiers qui ont mangé des petits animaux, qui ont eux-mêmes mangé des plantes, qui sont pleins d'un inoculum de petites bestioles, de petits champignons, de petites bactéries qui viennent d'Espagne, qui remontent jusqu'ici, hein, et qui vont permettre à notre secteur de s'enrichir en ce moment de toute la biodiversité microbiologique et de graines qui vient d'Espagne, et donc de permettre l'adaptation de mon écosystème au réchauffement climatique, parce que commencent à apparaître des choses plus au sud qui sont transportées par les animaux et qui sont mieux adaptées aux gros écarts de température qu'on a en ce moment. Donc voilà, donc notre vie est nécessairement, quand on prend conscience du rôle des oiseaux, elle est nécessairement internationale, parce que les oiseaux sont des êtres internationaux. Alors après, les humains, ils sont toujours un peu complexes, hein, ils ont d'autres intérêts, d'autres enjeux, qui ne sont pas les intérêts de la vie, hein, mais c'est comme ça, il faut faire avec. Heureusement qu'il y a plein d'animaux qui travaillent, qui œuvrent, c'est pas un travail, qui œuvrent justement à l'adaptation des milieux. Tous les êtres vivants contribuent à améliorer, à rendre le milieu de plus en plus propice à leurs propres besoins, en transportant avec eux leur écosystème, tout simplement. On n'aura jamais les moyens ni le temps de planter tous les végétaux dont on a besoin. Donc la régénération naturelle, c'est vraiment la possibilité, lorsqu'on l'a choisi, de pouvoir intervenir et de changer le paysage en quelques années. Donc c'est un levier d'action considérable, ça demande peu de moyens, ça demande souvent juste une décision politique, hein, un clic décisionnel et hop, c'est parti. Il y a plein d'espaces publics que l'on peut valoriser à ce titre-là, plein de bordures, plein de lieux dits improductifs que l'on peut valoriser. Et ça, voilà, on peut refaire un bocage quasiment gratuitement, si on le décide, avec ne serait-ce que les espaces publics. Du coup, Bruno, il participe beaucoup dans tous ces instants, c'est que là, la région va reconnaître la régénération naturelle et va la subventionner à l'échelle de la région Occitanie. D'accord. Du coup, ça va prendre de l'ampleur, donc ça c'est notre... Je ne sais pas si tu en as parlé, il y a la FAC Occitanie qui gère tous les arbres et paysages d'Occitanie. Donc ça c'est une mesure qui est prise par la FAC Occitanie, mais il se peut que ça remonte à la FAC nationale, et du coup la régénération naturelle, ça devient de plus en plus important parce que produire des plants c'est compliqué. Cette année il y a pénurie de plants, que c'est beaucoup d'argent et que c'est pas toujours bien fait, et que finalement on a tout à gagner à dépenser moins et être plus sobre entre guillemets, tout en laissant faire la nature et en la surveillant, quoi. Donc ça c'est vraiment une dimension importante, on n'aura ni les moyens, ni le temps, et en plus il y a urgence. Donc c'est vraiment une possibilité, je vous le dis, en 4 ou 5 années, de changer le paysage de région entière. Évidemment en ne laissant pas pousser aveuglément des arbres ou des ligneux ou d'autres végétaux n'importe où, n'importe comment, mais dans les lieux que l'on a choisis où il est judicieux de les laisser s'implanter, autant le faire. Sur les motivations, c'est voiture de sport. Bon. C'est fini, quoi. Pour les générations. Ah ben si, aussi, je peux dire que, je sais pas si on me voit bien là, ouais. Que pour les générations futures, c'est bien que ces générations fassent de la régénération. Et puis surtout, il ne faut pas oublier non pas notre interdépendance, mais notre dépendance totale aux végétaux, et il va falloir se remettre un peu ça dans la tête pour avoir des comportements un peu plus collaboratifs avec eux. Et là je pense que les générations qui vont arriver après moi, ça commence à rentrer, mais il y a du travail encore.